parlez dans des différents articles que vous avez écrits, interviews aussi concernant ces sujets. Vous parlez des revanches des pays arabes. Quelle est justement cette revanche? Je ne parle pas de la revanche des pays arabes, je parle de la revanche des sociétés. Les sociétés arabes. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les sociétés, c'est un peu dans le sens de ce que vous venez de dire, ne comptaient pas dans le monde arabe. Il y avait un ordre politique, cet ordre politique était le seul à être en prise avec le système international, avec la vie internationale, et la société était doublement sacrifiée dans les pays arabes. Elle l'était par rapport à un pouvoir politique autoritaire qui ne l'écoutait pas, mais elle l'était aussi par rapport au système international. Et au nom de quelque chose dont on n'a pas fini de parler, qui est la grande idéologie sécuritariste. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la sécurité régionale, pour qu'il y ait la sécurité internationale, pour qu'il n'y ait pas trop d'immigration, pour qu'Israël vive en paix, eh bien, ces peuples devaient accepter souffrance, dictature, totalitarisme, spoliation, humiliation. Là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que derrière la révolution tunisienne, comme derrière la révolution égyptienne, mais aussi derrière la révolution libyenne, la révolution yéménite ou bahreïnie, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de parti. Et du coup, effectivement, les deux tyrans étant renversés, Ben Ali et Moubarak, se pose la question de savoir mais qui va occuper le pouvoir. Et cette espèce de transition tout à fait inédite à laquelle nous assistons actuellement est intéressante parce qu'on ne sait pas effectivement vers où va aller le pouvoir. Ça peut être autant une réaction bonapartiste que quelque chose de tout à fait nouveau, l'invention de formules nouvelles de participation politique, d'autant que, et ça c'est quand même très intéressant, ces mouvements ne sont pas organisés, mais ils surveillent le nouveau pouvoir. Regardez ce qui se passe en Tunisie, regardez ce qui se passe en Égypte, cette révolution informe dont on ne connaît pas les organisateurs, mais les nouveaux pouvoirs sous surveillance, d'où effectivement ces changements gouvernementaux en Tunisie et en Égypte auxquels on a assisté encore récemment. Jacques. Oui, alors je vous ai entendu tous les deux, finalement ça introduit bien un peu mon propos, parce qu'il faut quand même revenir sur la surprise considérable de ces mouvements de masse que personne évidemment n'a pu prévoir. Bon, les diplomates peut-être, mais nos chers collègues chercheurs quand même aussi, hein, un peu malgré tout. Et donc c'est cette force du mouvement dans ces pays sur lesquels je voulais revenir, parce que bon, là aujourd'hui on est dans l'épisode libyen, mais quand même au moment de la Tunisie on n'y croyait pas. C'est-à-dire on se disait mais c'est pas croyable, ça, ils se mettent à se mobiliser, mais ça va s'arrêter tout de suite, ça va pas durer. Et puis ça dure, et puis voilà, ils font masse, ils sont dans la confrontation avec le pouvoir, et là vous avez des commentateurs qui disent mais ça va pas marcher. Ils vont finir par se faire écraser par la répression. Et puis il y a un moment pathétique où, qu'est-ce qui va se passer, Ben Ali, etc. Et puis il s'en va. Et alors là, bon, évidemment, explosion de joie, mais à nouveau les commentateurs, c'est extraordinaire, mais la Tunisie c'est une exception. Ça va pas se propager ailleurs. Et donc c'est en fait notre scepticisme absolu quant à la capacité de cette forme de résistance, en fait collective, non violente. Moi je préfère l'appeler résistance civile, et on n'a pas les schémas intellectuels pour la penser. Parce que quand on raisonne aux capacités d'un peuple vis-à-vis de la dictature, ben, on pense toujours résistance armée, ce que font les Libyens, et malheureusement c'est pas très bien engagé pour les insurgés aujourd'hui. Sinon, l'autre schéma, c'est la résistance, on va dire, spirituelle, culturelle, qui va être sacrificielle. Mais ce troisième terme, que j'appellerais résistance civile, eh ben, voilà, on a du mal à l'imaginer. Eh ben, c'est pourtant ce qui s'est passé. Personnellement, ça ne m'a pas énormément surpris, parce que j'ai quand même passé quelques 15 années de ma vie à étudier ces processus de résistance non violente. Mais ça permet parfois de faire tomber un dictateur. Et Jean-François Kahn, la question, comment se fait-il que d'un côté les politiques, la presse et nous tous en général, nous étions si aveugles par rapport aux grands changements de ces pays arabes parce qu'on n'a rien vu? En fait, c'est justement parce qu'on s'y attendait pas et parce qu'on pensait que c'était impensable qu'elles ont eu lieu. Et d'ailleurs, le problème n'est pas tellement qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas prévu que des révolutions allaient éclater. On ne prévoit jamais qu'une révolution va éclater. C'est qu'elles n'ont pas éclaté là où, en revanche, on avait prévu qu'elles éclateraient. C'est-à-dire,
personne n'a vu une révolution en Égypte et encore moins en Tunisie, mais toutes les semaines, Libération nous a annoncé une révolution en Algérie, depuis des années, ou éventuellement des troubles au Maroc, ou le fait que le gouvernement horrible d'ailleurs iranien, allait être balayé d'un jour à l'autre. Mais justement, c'est parce que personne n'attendait une révolution en Tunisie, et en particulier pas le pouvoir tunisien, parce qu'il n'y avait absolument aucune possibilité de faire sortir un mécontentement, de faire croire qu'il y avait un contentement, d'exprimer un mécontentement, et qu'on donc à la limite, pour dire quelque chose de très terre-à-terre, le gouvernement tunisien, pas plus d'ailleurs que le gouvernement soviétique, n'avait une police capable de réprimer une insurrection, puisqu'une insurrection, par définition, est impossible. Se rassembler à 5 est impossible, se rassembler à 10 est impossible, se rassembler à 100 ou tirer dans le tas. Donc vous n'avez pas une police qui est préparée, c'est le seul truc où Alliot-Marie n'avait pas tout à fait tort d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas une police qui est faite pour pouvoir se rassembler 1000 personnes, et tout est comme ça. Et c'est la même chose en Égypte d'ailleurs, parce que c'est pareil. Bon. Alors qu'en Algérie, vous avez des partis qui disent tous les semaines qu'il faut faire la révolution, ils l'écrivent qu'il faut faire la révolution, et qui disent que ça va très très mal. Vous avez des manifestations tous les jours de 500, de 600 personnes, etc. Enfin, sauf que les manifestations politiques ne marchent pas, mais les manifestations sociales, vous en avez tous les jours. Et surtout, vous avez un gouvernement qui a fait une guerre civile contre les islamiques, qui a une police alors incroyablement prête à écraser des insurrections. Et en Iran, encore plus, puisque en Iran, c'est un régime totalitaire, l'Iran. Mais vous avez quand même une opposition avec des gens qui disent qu'ils ne sont pas contents. Et donc, il y avait une police qui est formée à réprimer ces gens qui ne sont pas contents. C'est un paradoxe, mais je veux dire, c'est parce que justement, on s'y attendait pas, que le gouvernement s'y attendait pas, que c'était considéré comme impensable, qu'elles ont été possibles.